années, on assiste à une véritable multiplication des projets d'agriculture urbaine, des projets qui sont assez variés en termes de modèles économiques, en termes de techniques utilisées, mais aussi en termes de bénéfices qu'ils proposent pour les habitants de la ville. Donc cet après-midi, nous allons en explorer quelques-uns avec nos intervenants. Grégoire Bleu, qui est le président de l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle et qui est aussi le cofondateur d'une entreprise d'agriculture urbaine Upcycle, pardon. Amélie Bourgeois, qui est chargée de mission développement durable pour la ville de Romainville, et Mathieu Urban, qui est directeur associé d'une autre entreprise d'agriculture urbaine, MyFood. Alors, Grégoire Bleu, je voulais commencer par vous, parce qu'il me semble que vous êtes peut-être les mieux placés pour aujourd'hui nous faire un portrait de l'agriculture urbaine en France. C'est un phénomène encore plutôt naissant, mais quel visage prend-elle aujourd'hui ? C'est un phénomène à la fois naissant et pas du tout. L'agriculture urbaine date d'il y a à peu près 10 000 ans, quand les villes se sont construites. Elles se sont construites autour de ceintures maraîchères. Et ce n'est finalement qu'assez récemment, depuis une centaine d'années, qu'on a rejeté assez fortement les agriculteurs en dehors de la ville. Donc ce qui se passe depuis ce qu'on peut déterminer autour de 2013-2014 en France, avec une accélération depuis 2016, c'est un retour assez fort de la notion d'agriculture urbaine en ville. Aujourd'hui, en France, vous avez de l'ordre de 300 projets, dont 80 sont de taille significative. C'est une géographie qui est, on va dire, à 50% Île-de-France et 50% en dehors de l'Île-de-France, et des projets qui sont d'initiatives souvent associatives. Et on voit pas mal d'entreprises du paysagisme qui sont mises sur le sujet, et maintenant des entreprises beaucoup plus jeunes, des startups, qui représentent aujourd'hui à peu près 50% des projets d'agriculture urbaine. Si on regarde comment cette agriculture est faite, on a souvent en tête des projets assez technologiques. En fait, ils représentent de l'ordre de 20% des projets d'agriculture urbaine aujourd'hui. Et on a en fait la majorité des projets qui sont aujourd'hui encore en pleine terre, sur des systèmes assez simples, de culture assez simples. Et donc les 30% restants étant des systèmes un peu hybrides, entre un travail sur de la matière organique, mais plutôt dans des conteneurs ou sur des toits ou dans des endroits un peu plus techniques, quoi. Merci. Alors, Amélie Bourgeois, votre projet à Romainville, le projet de la ville de Romainville, s'inscrit un peu dans ces paysages d'une manière un peu particulière parce que, alors déjà, c'est un projet porté par une municipalité et en plus, il poursuit une finalité de service public. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que vous faites, les raisons et aussi comment, c'est-à-dire les moyens que vous avez choisi de mettre en place ? Oui, bonjour à tous. Alors, en effet, le projet de Romainville se singularise dans le paysage des projets d'agriculture urbaine, et peut-être que la principale raison revient au fait que c'est un projet qui, depuis le départ, est porté par le maire de Romainville, un maire qui, à l'époque où elle a pensé à ce projet-là, on est au tout début des années 2000, elle est en train de travailler sur le renouvellement d'une cité d'habitat social. Donc elle, ce qu'elle cherche à ce moment-là, c'est une solution pour les habitants de ce quartier-là. Et elle découvre l'agriculture urbaine à travers le projet qui s'est monté à New York, Brooklyn Grange, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc elle découvre une agriculture urbaine qui non seulement apporte une solution en termes d'insertion professionnelle pour les personnes habitant aux alentours, mais en plus, assez naturellement, fournit des aliments frais, sains, alors on pourrait dire bio, même si... il faut être en pleine terre, mais bon, enfin, en tout cas, voilà, des aliments de qualité à la population, et en plus un support pédagogique. Et donc le maire de Romainville, début des années 2010, elle se dit, mais c'est ça qu'il faut que je mette en place dans le quartier Marcel Cachin. Et donc tout le projet de la cité maraîchère, au départ, il est basé là-dessus. Qu'est-ce qu'une ville peut faire pour répondre à des enjeux forts sur un territoire en pleine mutation, qui est ce quartier à l'époque Marcel Cachin. Et donc, ce qu'on a mis en place, effectivement, donc, comme il n'était pas possible sur le quartier Marcel Cachin, donc, comme je vous le disais, c'est un quartier d'habitat social, donc pas d'endroit de pleine terre, pas de champs, que du bâti,
Les premières études ont porté sur l'installation d'agriculture urbaine en toiture, mais comme on était sur de l'existant, c'était très compliqué. On va en parler tout à l'heure un peu de ce genre de contraintes. Oui. Ouais. Et du coup, on s'est reporté sur un délaissé foncier suite à une démolition d'immeubles, une parcelle de 600 mètres carrés. Et le maire a dit, qu'à cela ne tienne, on pourrait très bien faire de l'agriculture urbaine verticale, et donc faire monter les bacs et les cultures en étage. Voilà comment le projet est né il y a 8 ans maintenant. D'accord, merci. Et Mathieu Rubin, vous, votre entreprise MyFood travaille sur un peu sur le même sujet, c'est-à-dire celui de reconnecter aussi les habitants à leur alimentation, mais d'une manière évidemment un peu différente. Donc vous aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous proposez et aussi voilà, ce qui vous motive, c'est-à-dire pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure? Alors oui, effectivement, MyFood, nous sommes une start-up, on commercialise des serres de culture connectées pour les citoyens, parce qu'on a ce constat, et on a eu ce constat qu'aujourd'hui les citoyens sont en train de perdre confiance en fait dans les circuits d'approvisionnement alimentaire, dans les grandes surfaces, la qualité nutritive. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un scandale à la télé ou ailleurs sur encore un cache investigation qui parle du contenu nutritif de nos aliments. Donc les gens sont en train de se détourner aujourd'hui du circuit alimentaire tel qu'il est aujourd'hui. Et la solution ultime pour avoir la garantie de ce qu'on mange, c'est d'auto-produire sa nourriture. Sauf qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps, n'ont pas la place, n'ont pas l'expérience pour redevenir des fermiers ou des jardiniers professionnels. Et donc on a eu cette vision et cette analyse qu'il fallait rééquilibrer une agriculture ultra centralisée et ramener des hubs de production dans les familles, par les citoyens, et de redonner aux citoyens un outil qui permet de résoudre ces problèmes-là et d'autoproduire sans passer par toutes ces contraintes qu'on peut avoir avec le jardinage ou autre chose. Parce qu'en fait, c'est vraiment là où on a la garantie de ce qu'on mange. Et au-delà de l'objet technologique, d'après ce que j'ai compris, vous les accompagnez aussi dans l'apprentissage du savoir-faire, en fait. C'est ça, aujourd'hui, si on fait un micro-trottoir et qu'on va demander aux gens est-ce que vous avez déjà planté une graine, est-ce que vous savez comment poussent, d'où viennent les aliments que vous avez mangés, la plupart du temps, les gens, non, aujourd'hui, on ne savent plus, surtout dans les villes, forcément, il y a eu des générations qui se sont passées, alors qu'en fait, l'agriculture était extrêmement familiale par le temps, et l'est encore dans beaucoup de régions du monde, que ce soit l'Amérique du Sud, en Asie ou autre, les gens ne savent plus, donc il faut rééduquer. Et une manière de le faire aujourd'hui, c'est par le digital, c'est par l'aspect communautaire, c'est par le connecté, c'est par partager un savoir autour d'un produit standardisé qui permet à tout le monde de pouvoir regagner ce savoir. Ok. Jusqu'à maintenant, donc, si je comprends bien, Romainville, MyFood, on va dire le focus principal, c'est reconnecter les habitants à leur alimentation. Oui. Mais l'agriculture urbaine apporte aussi beaucoup d'autres bénéfices aux villes et à leurs habitants. C'est d'ailleurs le titre de notre table ronde. Alors, Grégoire Bleu, vous qui avez aussi une vision un peu à 360 degrés des projets qui aujourd'hui sont menés en France, quels sont ces autres bénéfices, et surtout dans le cadre d'une métropole comme de la taille de celle du Grand Paris? Pour donner quelques éléments de contexte, installer une serre sur un toit, ça coûte 10 fois plus cher que de s'installer en pleine terre. Donc si on attend de l'agriculteur qui se paye avec la vente de la carotte, on fait une énorme erreur économique. Donc pourquoi est-ce qu'on irait s'embêter à mettre des terres sur les toits alors que c'est infiniment plus compliqué? Eh bien parce que, comme l'a dit ici bien Mathieu, on a un problème de connexion. Donc il y a tout un tas de services qu'on va pouvoir ramener en ramenant de l'agriculture en ville. Donc ça peut être de la pédagogie. Alors ça peut paraître accessoire, mais ça ne l'est pas vraiment. Un enfant qui a touché à du jardinage va avoir une proportion beaucoup plus forte à accepter de manger des fruits et légumes, ce qui peut avoir un peu d'importance d'un point de vue santé et nutrition. C'est extrêmement important du point de vue de la biodiversité, parce que amener de la fertilité en ville, c'est ramener de la biodiversité, dont on sait tous aujourd'hui qu'on en a besoin, c'est un nécessaire. Ça peut être une manière de gérer les déchets, on a tout un tas de lois sur les biodéchets qui nous arrivent dessus.
On sait que ça a coûté extrêmement cher de gérer ces déchets. Si on apprend à les gérer en partie en ville, c'est une manière très économique de le faire. De la même manière sur le cycle de l'eau, à la table ce midi, on parlait avec une personne qui a développé un système de gestion de cycle de l'eau. C'est tous ces services-là, ce qu'on appelle à la FOP les services écosystémiques, qui vont être portés par l'agriculture urbaine, qui vont influer sur la manière de construire du bâti ou de construire des villes, et qui vont in fine avoir une manière assez économe, résiliente et positive de gérer un grand nombre de problèmes urbains. Merci. Et alors, toujours dans ce cadre, c'est-à-dire de cette globalité de finalités, cet ensemble de bénéfices, d'avantages, je voulais vous interroger, Amélie Bourgeois et Mathieu Urban, sur le choix que vous avez évoqué, que vous avez fait, de faire essentiellement en agriculture hors sol. Alors déjà, d'un côté, à quelles contraintes répond ce choix? Parce que effectivement, en ville, il y en a de très particulières. Et aussi, deuxièmement, est-ce que c'est vraiment compatible avec les vertus qu'on reconnaît aujourd'hui à l'agriculture urbaine? C'est un sujet qui est pas mal soulevé et je pense qu'il a sa place ici aujourd'hui. Oui, en effet, et notamment le cache investigation est assez virulent contre le hors-sol. Peut-être une précision, en réalité, il y a énormément de techniques de hors-sol et je trouverais ça un peu réducteur et surtout faux de tirer une seule conclusion pour tout un tas de techniques qui ne se ressemblent pas toutes. Notamment, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vu le cache investigation. Le hors-sol qui était présenté, c'était une technique de laine de roche, c'est ça? Donc en fait, un espèce de matériau support de plantation dans lequel était injecté très régulièrement ce qu'ils ont appelé une solution nutritive. Donc c'est un liquide dans lequel on met des fertilisants donc de synthèse pour nourrir la plante et la booster. Voilà, ça c'est un mode de hors-sol, mais il en existe tout un tas d'autres, des modèles avec des poissons en aquaponie, des modèles dans l'eau directement en hydroponie, ce qui va être développé à la cité maraîchère, et ça fera un lien avec ce que disait Grégoire. Nous, on va mélanger des déchets urbains, donc on ne sera pas du tout dans un système avec des éléments de synthèse et des éléments chimiques. Au contraire, on va s'appuyer par exemple sur le compost ou le lombricompost pour apporter les matières pour nourrir la plante. Voilà, donc il existe tout un tas de systèmes. C'était juste une précaution d'usage que je pense important de préciser. Si je peux faire un petit éclairage justement sur le hors-sol, si vous avez regardé aussi Cache Investigation, vous avez vu qu'il rentrait en fait dans ces grandes serres de culture avec des charlottes. Il fallait surtout pas toucher les tomates, de risque qu'elles meurent. Un peu comme si on rentrait dans une chambre d'hôpital. C'est à peu près le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une tomate hors sol ou une fraise hors sol, dans la culture hydroponique, c'est un peu comme s'il y avait un patient sur un lit d'hôpital auquel on est en train d'injecter de la nourriture directement dans les veines, parce qu'on va mettre des minéraux directement assimilables au niveau des plantes. Et il n'y a aucun processus de digestion naturelle comme pourrait avoir un être humain avec des intestins ou un sol avec des bactéries et des champignons. C'est ça aujourd'hui qui fait la différence entre une culture écologique et une culture qui est, on va dire, synthétique. Et c'est pour ça que ce débat de sol hors sol, ça n'a pas vraiment de sens, parce que je vais vous demander, est-ce qu'un arbre qui a poussé sur une dune ou sur une roche fait des fruits, est-ce que ces fruits-là seront bio? Ils n'ont pas touché la terre. Est-ce qu'une graine germée qui a germé dans du coton est bio ou pas? Elle n'a pas touché le sol. En fait, le débat, il n'est absolument pas sur le substrat. Le substrat est un élément, mais ce n'est pas la terre qui nourrit la plante. C'est les minéraux, c'est l'eau, et c'est surtout les bactéries, la vie qu'il y a dans le sol. Il faut qu'il y ait des bactéries, des champignons, de la mycorhize, et que les matières organiques soient décomposées naturellement par des bactéries pour apporter des minéraux aux plantes et qu'il y ait un processus de résilience naturelle bactériologique. S'il n'y a pas ça, la plante, elle n'est pas réellement vivante. Donc ça peut se faire en hors-sol. L'importance, c'est d'apporter de la matière organique, qui est de l'écosystème vivant, qui est des bactéries. Et là, on va avoir une plante qui pousse naturellement. Et là, on pourra rentrer sans problème et toucher les tomates. Bon, elle ne mourra pas, bien au contraire, on sera dans un écosystème, on va dire, naturel. Et pour prolonger, l'un des drames aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de sols qui sont en réalité aujourd'hui qui sont morts, qui n'ont plus toute cette vie. Voire pollués
complètement. Donc, effectivement, la question sol hors sol, elle se pose pas réellement parce qu'effectivement, même il y a des champs qui n'ont aucune qualité théorique d'un sol. Donc, voilà. Je voulais juste une précision, Grégoire Bleu. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais quel est le pourcentage de l'agriculture urbaine en plein sol et dans quel contexte est-ce qu'elle est vraiment possible aujourd'hui? Il y a à peu près 50% d'agriculture urbaine qui est en pleine terre, principalement soutenue par des réseaux associatifs qui sont souvent issus en fait de mouvements de petites structures qui n'ont pas forcément de mise sur le marché très forte. Donc on dit qu'ils sont professionnels parce qu'ils ont des salariés, mais il n'y a pas forcément une exigence vis-à-vis notamment de la qualité sanitaire des produits qui est toujours très forte. Et comme généralement on a toujours cultivé à cet endroit-là, à vrai dire, c'est pas non plus la peine de mettre une corde de normes. Les choses se font de manière assez simple, quoi. Donc il y a 50% en pleine terre et 50% hors sol. Ce qui nous fait un peu la transition avec l'autre sujet que je voulais évoquer, qui est souvent évoqué quand on parle d'agriculture urbaine, qui est la question du modèle économique. Alors peut-être commençons par les acteurs privés. Donc aujourd'hui, une entreprise qui veut se lancer dans cette aventure, comment elle se finance, comment elle atteint l'équilibre, malgré justement toutes ces contraintes ces contraintes et spécificités de la ville, et notamment des grandes villes. Oui, alors il y a deux grandes différences dans les modèles économiques. Le premier, c'est qu'en ville, vous êtes rarement maître de votre foncier, alors que évidemment le modèle conventionnel d'agriculture, c'est que vous investissez dans une terre qui vous appartient, en partie, vous capitalisez sur cette terre en la traitant bien, et vous pouvez repasser votre patrimoine à la fin à vos enfants, à d'autres personnes, ce qui va vous assurer une retraite. En ville, on se bat en ce moment pour avoir le droit d'exploiter pendant 3, 6 ou 9 ans. Donc on va privilégier un modèle plutôt de salarié à un modèle patrimonial. Ça, c'est une première différence. La deuxième différence, c'est le nombre d'interlocuteurs auxquels vous faites face quand vous êtes en ville. Il y a évidemment la mairie, il y a tout un tas de services, il y a les voisins, il y a les associations locales, et donc il faut passer énormément de temps à construire l'ingénierie du projet. Donc là aussi, à quoi ça sert? Comment est-ce qu'on va financer tout ça? Eh bien, souvent, c'est en choisissant d'apporter un service. Donc pour nous, il y a 3 grands types de services. Il y a des services dits plutôt écosystémiques, donc je vais être hyper fort en gestion de déchets, en gestion d'eau, enfin ce que je vous ai déjà détaillé. Il y a des services récréatifs qui marchent extrêmement bien. Vous allez créer un paysage comestible savoureux et magnifique. Vous allez accueillir des personnes sur un site où ils vont pouvoir récolter un grand nombre de fruits et légumes. Donc vous allez vendre une expérience qui va se louer au mois ou au kilo de produits, mais en déconnexion totale avec le réel coût de revient du produit. D'accord ? Vous payez un paysage, vous payez une expérience, et ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Et le troisième item, c'est plutôt des modèles productifs qui sont aujourd'hui très minoritaires dans les modèles économiques et qui sont généralement basés sur des niches de production. Donc on a une safranière qui est sur des toits de Paris, on a des personnes qui font, enfin moi je fais du champignon par exemple, il y a pas mal de projets de micro-pousses, c'est généralement des plantes à cycle court avec une très forte valeur ajoutée et des niches, on peut penser à des plantes médicinales demain, qui s'installeront et qui ont besoin d'être cueillies extrêmement fraîches pour apporter cette valeur ajoutée. Voilà. Et Mathieu Urban, vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet, puisque vous aussi, vous êtes une entreprise privée qui s'est lancée dans cette aventure. Alors nous, effectivement, on ne produit pas, on n'est pas producteur, on donne l'outil pour que les gens fassent leur propre nourriture. Parce qu'effectivement, l'agriculture à l'époque, on possédait, comme disait Grégoire, on possédait sa terre, on faisait travailler sa famille, on n'avait pas des SMIC à payer, avec des gens qui avaient leur loyer à payer, avec des charges et toutes les charges d'une grande ville. Voilà, à l'époque, forcément, c'était beaucoup plus simple de vivre de l'agriculture et on n'avait pas besoin de s'équiper de machines ou autre. Enfin, voilà, donc aujourd'hui, si on veut avoir quelque chose d'équilibré dans les villes, il faut se redevenir acteur et se réapproprier sa nourriture et produire une partie de son alimentation. Et là, du coup, on s'affranchit de logique de rentabilité, on s'affranchit de logique de salaire à payer ou autre. On passe du temps et grâce à nos systèmes, justement, on fait la promotion, on en passe très peu et on peut avoir de quoi nourrir sa famille toute l'année en frais, parce que c'est le frais qui est très important, c'est donner à l'agriculture le rôle d'aller produire les céréales, la viande, des pommes de terre, tout ce qui n'a pas cet enjeu de fraîcheur,
mais tous les légumes qui doivent être récoltés et consommés tout de suite, si on veut garder tout le contenu nutritif, ça doit être fait au plus proche du consommateur. Les salades, les choux, tout ça, qui au final sur les étals, dans les magasins, ont perdu quasiment tout leur contenu nutritif, leur fraîcheur, leurs vitamines, parce qu'ils ont passé plusieurs jours entre la récolte et le moment où on consomme. Et nous, notre modèle économique, c'est de vendre l'outil d'autoproduction et la communauté et le service qui va avec. Et Amélie Bourgeois, pour Romainville, la question du modèle économique a été un enjeu un peu particulier, c'est-à-dire qui a dû être abordé, qui a vraiment questionné, qui a dû être abordé d'une manière particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela et ce qui s'est passé et les conclusions que vous avez atteintes? Oui, alors en effet, ça a été une drôle d'histoire, cette histoire du modèle économique de la cité maraîchère. Donc au démarrage, comme l'inspiration était new-yorkaise et que cette expérience new-yorkaise était privée, c'est pas venu dans l'esprit du maire que de monter un service public, enfin que de porter le projet en propre. Et donc c'est vrai qu'on a fait mouliner des modèles économiques en pensant que ce projet allait pouvoir être exploité par un privé. Mais on s'est heurté à plusieurs difficultés. Et la principale d'entre elles, c'était que, en tant que maire, et comme je vous l'ai dit, l'objectif était d'aider une population précaire, pour le coup, les objectifs de production n'étaient pas, comme le disait Grégoire, d'aller produire des variétés de niche, comme des micro-pousses ou des fleurs comestibles ou des champignons, puisque l'objectif, c'était d'améliorer le bol alimentaire des habitants. Et donc, on se retrouvait avec un cahier des charges très contraint de la part du maire qui voulait une production diversifiée, variée, de saison. Elle voulait que le substrat, enfin que le hors-sol ne soit pas un hors-sol high-tech, elle voulait que ce soit le plus, alors comment l'appeler, naturel possible. On ne voulait pas chauffer, on ne voulait pas éclairer artificiellement. Et quand on essayait de poser des chiffres en face de ce modèle agronomique, d'une part, on n'y arrivait pas parce que ce type de substrat n'a encore aujourd'hui jamais été testé dans une serre verticale, donc avec toutes les contraintes d'humidité, de chaleur, etc. Donc on ne savait pas en réalité le taux de rendement. On allait produire majoritairement des carottes, pour reprendre l'exemple de Grégoire, donc des choses qui ne se vendent pas très cher. En plus, le maire voulait que ce soit une occasion pour les habitants de trouver un emploi, et donc elle voulait que ce soit un projet qui favorise l'emploi en insertion. Donc du coup, quand on emploie des personnes en insertion, elles n'ont pas le même, je vais être méchante, elles n'ont pas la même productivité qu'un employé classique, évidemment. Enfin voilà, et donc du coup, ça faisait énormément de contraintes et c'était normal qu'elle les ait. Elle avait sa vision de maire et de servir l'intérêt général. Et donc, si on devait proposer à un privé, à un entrepreneur d'exploiter cette cité maraîchère à la place de la ville, on l'a testé. Les entrepreneurs, ils rigolent. En fait, quand on est entrepreneur, c'est qu'on a envie de faire soi-même avec sa propre technique. Là, on lui demandait juste de répondre à un cahier des charges et d'exécuter une commande. Et quand la ville a récupéré la maîtrise d'ouvrage totale du projet fin 2017, début 2018, avec mes collègues, on a reposé tout à plat. On est allé voir le maire, on lui a demandé qu'elle nous raconte elle-même sa vision du projet. Et en fait, ça a juste semblé évident que ça ne pouvait pas être autre chose qu'un nouveau service public, puisque à travers ce projet, on veut vraiment apporter un bien nouveau, un bien-être et un bienfait nouveau pour la population de Romainville et notamment des quartiers politiques de la ville. Donc voilà, donc là aujourd'hui, on est en train de rédiger un cahier des charges pour lancer un marché public d'exploitation. C'est un point innovant de plus pour le projet, puisque ça n'existe pas, ce genre de cahier des charges. Donc vous avez élargi la notion des services publics et vous cherchez maintenant un délégataire, en fait, une entreprise qui... Alors, pas un délégataire, attention, parce que délégataire, ça sous-entendrait une délégation de service public. Mais en effet, on va chercher
un organisme pour exploiter à la place de la ville ce bâtiment et donc s'occuper de produire, de vendre et de faire des animations pédagogiques, d'accueillir des centres de recherche, de faire ce lien avec le monde de la recherche pour faire avancer les connaissances sur les substrats, etc. Merci. Moi, j'aurais sans doute d'autres questions, mais je voulais réserver aussi les 10 minutes qui restent à la salle, s'il y a des questions de la part de la salle. Est-ce qu'il y a des micros qui passent d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des questions déjà? Bon, s'il n'y a pas de questions, alors moi j'en pose une autre pour entrer un peu plus dans une logique justement de perspective et d'avenir. Quels sont pour vous donc les leviers qui aujourd'hui seraient nécessaires pour faciliter encore le développement de l'agriculture urbaine, pour aller encore plus loin? Peut-être faciliter le cadre législatif, le cadre fiscal, considérer que les initiatives innovantes soient des initiatives facilitées. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui, notamment dans les cadres législatifs, fiscaux? Bon, après nous, notre cas très très personnel, nos serres de culture sont considérées au même titre qu'une véranda ou qu'un abri de jardin, alors qu'on vient apporter un outil écologique, un outil productif. Et se faire, voilà, à un moment donné, il y a des éléments d'innovation pour les villes qui doivent rentrer dans un nouveau cadre législatif et fiscal pour pouvoir accélérer en fait ces développements. L'un des gros enjeux, c'est de payer les producteurs pour ce qu'ils font. On ne peut pas demander à des personnes de travailler de manière plus vertueuse, d'accueillir du public, encore une fois, et d'être auto-porté financièrement, et d'être rentable, et de ne pas demander de subventions. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et évidemment, tout de suite, maintenant, parce qu'il faut donner du temps aux agriculteurs, il faut leur donner une vision politique claire, donc qu'est-ce qu'on rémunère comme service, à quel prix, quels sont les attendus. Notre intime conviction à la FOP, c'est que l'agriculture urbaine est l'une des manières les plus économes de résoudre dans un même geste tout un tas d'enjeux. Mais du coup, chacun de ces enjeux doit être rémunéré à la hauteur du service qu'il apporte. Et aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Donc on fait des modèles un peu biaisés, donc on est tous à la fois producteurs et consultants, on fait de la pédagogie, mais on doit avoir des contraintes d'hygiène très fortes. Enfin, on est tous dans des enjeux comme ça, pas faciles à tenir, alors même que, encore une fois, on travaille sur des choses qui vont servir essentiellement le monde, non pas de l'agriculture urbaine, mais de l'agriculture conventionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un énorme problème de renouvellement de génération au niveau des agriculteurs. Et s'il y a bien une activité qui peut rendre accessible, sympathique et former ou pré-former ou pré-recruter des agriculteurs, c'est l'agriculture urbaine. Parce que là où sont les gisements de population qui peuvent être intéressés par ces nouveaux métiers, c'est dans nos exploitations. Du coup, pour compléter, il y a un sujet aussi, c'est que tout à l'heure j'ai buté, j'ai pas voulu appeler ça bio, parce que je ne sais pas si vous savez, mais la certification agriculture biologique ne peut être obtenue que pour des produits issus de cultures en pleine terre. Donc tous les projets hors sol qui existent aujourd'hui ne peuvent pas bénéficier de cette certification. Et donc il y a un enjeu parce que parmi toutes les techniques hors sol, il y en a qui pourraient obtenir quelque chose d'équivalent. Voilà. Donc ça, c'est un sujet et je sais qu'il y a des travaux avec le ministère de l'Agriculture pour essayer de créer une certification là-dessus. Et puis peut-être pour terminer, moi je mets un point d'honneur à rappeler que l'augmentation des projets d'agriculture urbaine, c'est formidable parce que, comme le disait Grégoire, ils répondent à énormément de services et notamment à une demande forte de la population de connaître l'origine des produits qu'ils consomment et d'avoir des produits de qualité. Mais il ne faudrait pas que ce soit au détriment de zones agricoles périurbaines aujourd'hui. J'ai rencontré pas mal de communes, et même ailleurs qu'en France, qui prennent ce chemin où on sent bien que
l'agriculture urbaine, pour elle, c'est une façon de continuer à construire sur des terres agricoles. Sauf que l'agriculture urbaine aujourd'hui, elle ne peut pas remplacer cette agriculture périurbaine. Elle n'en a pas la capacité en termes de volume de production et de variété de production. Donc, si c'est bientôt terminé, ça me tenait à cœur d'insister là-dessus. C'est pas l'agriculture urbaine va remplacer l'agriculture, on va dire, traditionnelle. Elle vient la compléter et peut-être effectivement aider les agriculteurs qui travaillent aujourd'hui, on va dire, en conventionnel, à passer le cap sur un mode de production plus propre, on va dire. Voilà. Et peut-être pour terminer, parce qu'il nous reste vraiment juste quelques minutes, quelques mots de perspective. Alors, comment chacun d'entre vous imagine l'agriculture urbaine dans les 10 ans, dans les 30 ans, dans les 50 ans, pardon, à quoi vont ressembler nos villes de ce point de vue-là? Je ne veux pas donner une image un peu dramatique de l'avenir ou de la situation du modèle agroalimentaire actuel, mais je pense qu'effectivement, quand tout le monde aura compris l'enjeu de l'alimentation sur la santé, qu'on aura tous développé des intolérances au gluten, des problématiques problématiques de santé, des problématiques de surconsommation de sucre, de diabète, d'obésité. Je pense qu'il va falloir se rendre compte que notre modèle actuel de manger du blé, de la viande, du surgelé, voilà, il va falloir faire quelque chose, il va falloir changer le modèle, transmettre autre chose à nos enfants. Réapprendre à se réapproprier une part de son alimentation, à être acteur, à manger plus plus de frais, de légumes frais ou de viande blanche ou de viande élevée de manière plus responsable. Je pense qu'on est sur une phase où, à un moment donné, c'est la société, l'écologie ou notre santé qui est en train de payer les frais d'un modèle de consommation qui n'est pas durable. Donc c'est le moment de prendre conscience de ça et de changer les choses. Et voilà, l'agriculture urbaine, produire localement, c'est une brique de ce changement-là. Je pense que c'est une étape indispensable pour ce changement-là. Chacun a son mot à dire, je crois. En fait, pour nous, cette question, elle n'a pas beaucoup d'importance, dans le sens où ce qui est important, c'est déjà ce qu'on fait aujourd'hui pour apprendre à bien travailler ensemble. Nous, ce qu'on veut à la FOP, c'est développer toutes les formes d'agriculture urbaine et développer un dialogue respectueux avec les parties prenantes. C'est pour ça qu'on a construit une charte qui va être signée jeudi prochain par, je crois, plus d'une quinzaine de villes, dont Paris, pour être sûr que les agriculteurs soient reconnus pour ce qu'ils font, soient respectés dans leur modèle d'exploitation et que des enjeux comme justement les modèles fonciers, comme les assurances, comme la communication, soient bien respectés. Et finalement, si on crée l'écosystème et le système de gouvernance, je crois que c'est un peu comme les enjeux du Grand Paris d'ailleurs, a priori, on devrait faire émerger ce qui a besoin d'émerger pour la ville. Donc l'enjeu, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, et demain, c'est la magie des écosystèmes, c'est quand on a un écosystème qui tourne, il s'adapte, il évolue, et il est performant. Donc aussi, d'ailleurs, c'était une des questions que je voulais poser, davantage d'échanges, davantage de partenariats entre les acteurs, davantage d'horizontalité aussi? Oui, moi je dirais un peu moins d'impatience, un peu moins de jugement, un peu plus de collaboration, une bonne dose d'humilité et du courage. Et Amélie Bourgeois, vous n'avez rien à ajouter sur la vision perspective? Bon courage. Moi, j'ai envie... D'ailleurs, je crois que vous avez un deuxième projet à Romainville, oui, déjà. Oui. Mais moi, à titre très personnel, j'ai envie, effectivement, de voir que de partout, on se réapproprie notre alimentation et que de partout, un peu sur les balcons, un peu sur les toits, un peu dans un jardin en pied d'immeuble, etc., que de partout, on cultive, en lien, bien sûr, avec des espaces plus grands. Donc moi, je rêve, oui, d'endroits où on peut se promener et cueillir et manger. Je rêve de ça. Donc oui, de l'agriculture urbaine, périurbaine, rurale, voilà. Mais tout ça, effectivement, ça vient répondre à une urgence, je crois aussi, oui, aujourd'hui, de s'intéresser à ce qu'on mange quand même. Et c'est pour ça que juste ce qui est intéressant avec cette question de service public
qui va entre autres fournir des aliments sains à la population, précaire notamment. Je trouve ça intéressant de se dire qu'aujourd'hui, en 2019, peut-être qu'en réalité, c'est un vrai sujet, que les pouvoirs publics fassent quelque chose pour garantir des aliments et une alimentation de qualité pour tous, et pas uniquement pour les personnes qui ont les moyens, soit d'acheter bio, local, etc., soit qui ont un terrain et qui peuvent eux-mêmes cultiver, mais que ces aliments qui sont composés de sels minéraux, de vitamines et de bonnes choses puissent être vraiment accessibles même aux bourses les plus faibles. Voilà. Merci, je crois que voilà, le time is up. Je retiens comme conclusion, donc concentrons-nous sur l'urgence d'aujourd'hui, sur le fait que l'agriculture urbaine est un moyen pour répondre à cette urgence. Ouvrons les perspectives, ouvrons les collaborations, et peut-être qu'il y aura encore plus de modèles d'agriculture urbaine dans quelques années, mais qu'ils contribueront encore davantage plus à rendre la ville plus vivable. Merci à tous. Je passe la parole à la table ronde suivante.